Appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale. Dominique Baud. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon qui m'a donné pouvoir. Bernard Play. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Pouméro. Hervé Georges. Marie-France Dedouba. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Ah oui, il va arriver après. Frédéric Arrojo, pareil, il aura un petit peu de retard. Vanessa Daniel. Séverine Plassans, qui a donné pouvoir à Vanessa Daniel. Patrice Joubert. Jean-Claude Saunier. Tristan Poc. Vincent Échouer. Gradiela Clichereau. Parfait. Alors, avant de commencer ce conseil, je vais vous... Alors, l'approbation, on va peut-être faire l'approbation... Non, on va commencer directement par vous et on nommera le secrétaire de séance qui sera Dominique Baud. Et on approuvera le conseil municipal avant. Donc, en préambule, je vais laisser la parole à Monsieur Legendre de la direction des finances publiques, qui est conseiller aux décideurs locaux au sein de la direction régionale des finances publiques sur la qualité des comptes de la commune. Et je vous passe la parole, Monsieur Legendre. Bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, effectivement, moi je suis conseiller aux décideurs locaux sur le périmètre de la Cobas et du Val de l'Air. Donc pour rappel, le conseiller aux décideurs locaux en fait est là pour toutes les prestations de conseil budgétaire et comptable, conseil financier, fiscal, conseil en matière de recettes et de dépenses auprès de toutes les collectivités de mon ressort. Du temps des trésoreries, en fait, il y avait la prestation de conseil et de gestion comptable qui était réalisée par le trésorier. Désormais, maintenant, en mode service de gestion comptable, le responsable du service de gestion comptable s'occupe de la partie comptable et le CDL de la partie conseil. Donc voilà, moi je suis là dans ce cadre, dans le cadre du conseil. Voilà, donc en fait, je vais vous présenter un petit peu le dispositif de la synthèse de qualité des comptes. Voilà. La synthèse de qualité des comptes, en fait, c'est un examen de la qualité des comptes de Clos de la ville et qui met en exergue les points positifs et les axes d'amélioration. Il s'attache également à une démarche de progrès pour les thèmes dont la qualité comptable demeure parfois perfectible. Ainsi, la synthèse porte sur la régularité et la sincérité des comptes de l'exercice, donc les derniers clos de 2023, et sur leur conformité à l'instruction budgétaire et comptable qui était en vigueur à l'époque, la M14. Voilà, donc ce dispositif, il y a deux phases. Il y a d'abord eu la réalisation d'un rapport formalisé que j'ai donc produit. Donc après, j'ai été bien sûr aidé du service de gestion comptable des équipes municipales que je remercie d'ailleurs. Le rapport formalisé, je l'ai présenté une fois achevé à Monsieur le maire et à ses équipes. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous en faire une présentation orale. Voilà, c'est toujours une présentation qui est prévue devant le conseil municipal, devant voilà, l'assemblée délibérante. Alors, une précision à ce stade qui est très importante, c'est que la synthèse de qualité des comptes, c'est une offre de service qui est proposée par la Direction générale des finances publiques. Moi, je suis rattaché à la Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine. Ce dispositif est mis en place depuis le début de l'année, donc c'est ma première. Et il y a eu une phase d'expérimentation qui a été faite auprès de 550 collectivités entre 2020 et 2023. Voilà, alors les objectifs de cette synthèse de qualité des comptes. Alors plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est de promouvoir et de valoriser les travaux de fiabilisation comptable. Le deuxième, c'est de mettre en évidence les forces et faiblesses éventuelles de l'information comptable dont vous disposez. Proposer également une démarche de progrès pour les thèmes dont la comptabilité comptable demeure perfectible. Un autre objectif qui est très important, c'est aussi de renforcer le partenariat entre l'ordonnateur et le comptable. Le but, il est aussi de vérifier le respect des normes comptables qui sont énoncées par les différents référentiels. Alors, auparavant la M14, aujourd'hui la M57. Le rapport porte exclusivement, et ça j'insiste, sur la qualité comptable. Elle n'a pas pour but de donner ni une appréciation sur la gestion de la collectivité,
Ce n'est pas non plus une analyse financière et ce n'est pas une analyse du volet budgétaire. Je me suis juste attaché à vérifier la qualité comptable. Voilà, ça c'est très important que vous ayez bien ça à l'esprit. Pour réaliser l'ensemble des travaux qui m'ont amené à faire ce rapport, je me suis appuyé sur tous les supports que j'ai pu obtenir, donc les comptes de gestion du comptable, les balances des comptes, le compte administratif, toutes les délibérations qui ont pu me sembler utiles, notamment les amortissements par exemple pour avoir les durées. J'ai aussi regardé les états de reste à recouvrer de la commune, les restitutions en matière de dépenses, et les contrôles comptables automatisés. Alors les contrôles comptables automatisés, ils proviennent de l'application du comptable Helios. Et ces contrôles comptables, ils vérifient une certaine cohérence sur les soldes des comptes, sur des écritures, sur toutes ces cohérences juste comptables. Voilà. Alors, les différents thèmes étudiés lors de cette synthèse de qualité des comptes. Alors la présente synthèse se concentre sur les principales thématiques qui contribuent à la qualité des comptes. En l'occurrence, l'examen des différents postes du bilan, le respect du principe d'indépendance des exercices comptables, les résultats du contrôle hiérarchisé de la dépense, donc j'y reviendrai, je vous expliquerai un peu plus, l'examen du solde des comptes à la clôture de l'exercice, et également les flux financiers réciproques. Voilà, ça c'est les cinq principales thématiques que j'ai regardées dans le cadre de mon contrôle. Alors, si on fait juste un petit résumé de cette synthèse de qualité des comptes, voilà, vous avez des items qui sont soit, à la suite de mon contrôle, maîtrisés, soit améliorés. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de thèmes qui sont maîtrisés en qualité comptable par la ville de Salles que des éléments à améliorer. Donc je vais revenir sur chacun de ces thèmes. Donc, en premier lieu, si on regarde un petit peu, quand j'ai regardé l'examen des postes du bilan, la première chose qu'on regarde quand on vérifie la qualité comptable d'une commune, on regarde les immobilisations. Voilà, les immobilisations, ce sont tous les biens qui sont destinés à rester durablement dans le patrimoine de la commune. Et donc, cette analyse plus poussée, elle a été faite d'une part avec le logiciel comptable qui est présent dans le service des finances de la commune. Ce logiciel, je l'ai rapproché avec l'état de l'actif dont dispose le comptable et qui est issu de la comptabilité Helios. Donc, j'ai rapproché vraiment une à une les immobilisations des deux logiciels. Et j'ai pu rapprocher la très très grande majorité des biens, surtout les montants bruts. Donc là-dessus, pas de souci. Il subsistait quelques discordances ou anomalies néanmoins. C'est pour ça que c'est dans l'item à améliorer. Les montants nets ont été aussi différents hein, quand on prend en compte les amortissements, parce que en fait, la ville de Salles a changé de logiciel comptable très récemment. Et le nouveau logiciel n'a pas repris en réalité la réalité de tous les amortissements tels qu'ils ont été comptabilisés depuis le début de l'entrée des biens chez le comptable. S'agissant des immobilisations en cours, c'est-à-dire celles qui sont non terminées à la clôture de l'exercice, hein, donc qui ont vocation plus tard à basculer dans des comptes d'imputation définitive, elles avaient bien vocation à figurer dans ces comptes d'immobilisation en cours. Et leur apurement de tout ce que j'ai pu vérifier vers les comptes d'imputation définitive était régulier et correctement réalisé. Donc c'est un item qui est maîtrisé. Donc aucun souci sur ce sujet. Les frais d'études et de recherche, là par contre on fait ressortir des anomalies comptables. Les frais d'études et de recherche, pour rappel, ce sont les frais qui sont en fait des dépenses qui vont... ce sont les frais d'études qui sont réalisés en vue d'investissement par la suite. Donc il y a deux choses. Soit les études, elles sont suivies de travaux, et là, ces montants qui sont dans ce compte 2031 ont vocation à être basculés dans le coût de l'immobilisation en tant que tel. Soit les frais engagés n'aboutissent pas à des travaux, soit les frais de recherche n'aboutissent pas à des travaux ultérieurs. Et là, dans ce cas-là, il faut amortir sur une durée qui est déterminée par la commune. Hein. Au bout de 5 ans maximum, il faut sortir ces frais de toute façon. Voilà. Alors, en regardant bien le compte de 2031, je me suis aperçu que donc, les frais comptabilisés par la ville n'étaient pas toujours mouvementés dans les délais prévus.
Donc ça, c'est un point qu'on a vu, et je vous dirai un petit peu après la suite qui sera donnée à ces axes d'amélioration. Les amortissements. Donc la commune, c'est une commune de plus de 3500 habitants, elle est donc obligatoirement soumise à l'amortissement de ses biens. Alors, une délibération cadre de 2019 fixait les durées d'amortissement pour l'exercice 2023, parce que depuis, pour la M57, il y a une autre délibération qui a été prise. Mais là, je me suis fié à celle de 2019 qui était en vigueur. Tous les échantillons que j'ai testés, pour la grande majorité, il n'y avait pas d'anomalie. Il y a quand même quelques durées non conformes qui sont ressorties. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les axes à améliorer. En revanche, la comptabilisation des amortissements dans les comptes de la collectivité est toujours parfaitement passée. Voilà, il n'y a aucun souci de comptabilisation. C'est juste un problème de durée. Voilà, par exemple, il peut y avoir une durée qui a été votée à 10 ans et puis l'amortissement s'est fait sur 12. Voilà, c'est juste ça. Les cessions à titre onéreux et les mises à la réforme sont correctement traitées. Donc toutes les écritures, quand il y a des cessions d'actifs, des ventes de tracteurs, voilà, aucun souci sur les comptabilisations. Les IMO mises à disposition. Alors, les mises à disposition, quand par exemple la ville de Salles met à disposition de la communauté de communes du Val-de-Lair des immobilisations à disposition à la communauté de communes dans le cadre de transfert des compétences eau potable et assainissement, il faut que ces écritures soient bien enregistrées dans l'une et l'autre collectivité. Voilà, donc j'ai vérifié dans les comptes de la ville et dans les comptes de la communauté de communes que ces mises à disposition étaient bien enregistrées, ce qui est le cas, donc aucun souci, cet item était maîtrisé. Les IMO financières, les immobilisations financières sont ajustées. Donc les immobilisations financières, il y a par exemple les parts sociales bancaires de la ville, la participation au capital de la classe. Voilà, la classe, voilà, j'ai plus l'acronyme, mais bon, voilà, vous avez les IMO financières qui sont ajustées, donc item maîtrisé, aucun souci. S'agissant des stocks, il y a un compte de stock qui est de 1 294 € dans les comptes. Alors, après vérification, apparemment, c'est un reliquat de guides de randonnée, de mugs, etc. Donc là, je n'ai pas pu vérifier l'inventaire précis de ces comptes de stock. Donc là, il va juste falloir reconfirmer puis réévaluer le cas échéant si jamais les stocks n'étaient pas de 1 294 €. Voilà. Un item très important, ce sont les restes à recouvrer de la ville. Donc au 31 décembre 2023, il restait 148 titres à recouvrer. Ce qui est important quand on vérifie ça, c'est pas tant le montant ni le nombre de titres, mais c'est surtout de vérifier de quand datent ces titres. Là, en très grande majorité, les titres dataient de l'exercice 2023, donc de l'exercice en cours. Et en valeur, ça représentait 98% des titres restants à recouvrer pour la ville. 78 en nombre, mais vraiment 98% en valeur, c'était des titres de 2023. Parmi les restes, comme toujours, il y a des décalages. Il y a les titres qui sont émis en fin d'année. Il y avait notamment des demandes de remboursement au service d'aide à domicile du CCAS, des mises à dispo de personnel qui sont faites à la communauté de communes. Donc voilà, tout ça était dans les restes, mais rien à signaler. Globalement, le volume des restes à recouvrer, de ce que j'ai pu regarder, est très faible au regard du total des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Le volet donc recouvrement m'apparaît donc maîtrisé. Les dépréciations pour créances douteuses sont constatées. Elles ont été justifiées pour 2023. Il y a un tableau de calcul en fonction de l'ancienneté de la créance. Donc ce volet est également maîtrisé. Concernant les opérations relatives aux dettes, donc là j'ai pointé tous les emprunts de la commune. Il n'y a aucun problème d'enregistrement comptable, que ce soit au moment de la souscription des emprunts ou sur le remboursement des échéances. Les subventions, voilà, un autre item, ce sont les subventions qui sont reçues pour financer l'achat de biens amortissables. Alors là, elles ne sont pas correctement enregistrées, donc le traitement des subventions amortissables, vous voyez que c'est dans les axes à améliorer.
Lorsqu'elles sont transférables, elles doivent faire l'objet d'une reprise au compte de résultat pour atténuer la charge d'amortissement du bien acquis. Donc là, ça n'était pas fait, donc ça reste un point à améliorer. Les provisions pour risque sont justifiées, donc c'est un item qui est maîtrisé. Les flux financiers réciproques, c'est-à-dire les flux croisés, que ce soit entre votre commune et la communauté de communes ou le CCAS pour mise à disposition du personnel, sont justifiés. Elles sont correctement passées en comptabilité dans chaque collectivité. Donc cet item est également maîtrisé. S'agissant du principe du respect du principe d'indépendance des exercices. Donc là, aucun souci. Tout ce que j'ai pu vérifier, que ce soit les charges et produits, les rattachements des charges et produits à l'exercice, tout était bien enregistré. Les factures fournisseurs non parvenues, les produits à recevoir, tout est effectif et bien comptabilisé. Les intérêts courus non échus sont correctement suivis. Les soldes comptables à la clôture, donc j'ai vérifié chaque solde, donc évidemment aucune incohérence, ils sont tous cohérents. Les comptes d'imputation provisoire, donc c'est-à-dire quand vous avez des recettes qui arrivent et qui arrivent avant le titrage, par exemple, sont pour la majorité apurés dans les délais réglementaires. Donc il y a des délais qui sont prévus en réglementation comptable, que ce soit en recettes ou en dépenses. Là, l'appurement, il se fait dans des délais tout à fait corrects. Enfin, le bilan du contrôle hiérarchisé de la dépense, il est satisfaisant. Donc la ville de Salles, elle a émis 7700 lignes de mandat en 2023. Parmi ces 7700 lignes, il y a 578 lignes de mandat qui sont concernées par le contrôle hiérarchisé de la dépense. Donc pour un montant global de 6 714 000. Sur ces 578 lignes de mandat, il n'y a que 11 mandats qui ont fait l'objet d'un rejet de prise en charge par le comptable. Et à l'issue des visas, il n'y a eu que 12 mandats qui sont avérés erronés. Donc c'est un taux d'erreur de 2,08 et la moitié en ce qu'on appelle erreur patrimoniale significative, c'est-à-dire une erreur soit de liquidation, soit de erreur de créancier. Mais donc voilà, c'est un taux d'erreur qui est faible, très faible. Donc le bilan du CHD est satisfaisant. Il y a aussi une satisfaction sur la comptabilisation des dépenses et le suivi des dépenses. Alors, les constats de l'étude. Voilà. Maintenant que je vous ai fait point par point mes constats, donc l'indice de pilotage comptable, l'IPC de votre commune, il est sur les comptes 2023 de 95,65 sur 100. Alors, l'IPC, c'est un indicateur qui est calculé automatiquement. Une fois que le compte de gestion est définitivement validé, il reprend 35 contrôles comptables qui sont automatisés par l'application Helios, des vérifications de cohérence et de respect de la réglementation. Donc, ce n'est pas un label de qualité comptable. C'est bien pour ça qu'après, il faut aussi faire des études en propre et regarder ce qu'il y a dans les comptes. Mais c'est quand même un indicateur qui est important, qui vous donne un indice sur le respect de la réglementation et sur la cohérence comptable. Alors, la qualité comptable, c'est évidemment le fruit d'un travail conjoint entre les services de l'ordonnateur, le conseil de décideurs locaux et le poste comptable. Avec les échanges, on arrive toujours à plus vite régler les soucis de comptabilisation. La qualité comptable de la commune de Salles, pour moi, après avoir fait l'étude, elle est satisfaisante. Voilà, il y a vraiment une bonne qualité comptable dans l'ensemble. À part les petits points que je vous montrais à améliorer, la très grande majorité des items sont parfaitement maîtrisés par les services financiers. Une petite précision quand même, parce que le logiciel de la ville a été changé, je vous l'avais dit très récemment. Et c'est à mon avis ce qui explique l'ajustement qui est imparfait de l'actif par rapport à ce qui est enregistré dans Helios. Donc en fait, je pense, j'ai vu avec les services financiers, je pense que là, il y aura un travail de remise à jour du logiciel comptable, pour qu'il soit vraiment au centime près, comme ce qui est enregistré en comptabilité Helios. Alors les points forts de cette synthèse de qualité des comptes de la ville de Salles. Alors il y a une bonne qualité comptable d'ensemble, comme je vous le disais. Il y a un respect de la réglementation.
Il y a des bons résultats sur le contrôle hiérarchisé de la dépense. Il y a une régularité de l'appurement des comptes de tiers. Il y a une démarche prudentielle qui est faite sur l'anticipation du risque lié au reste à recouvrer, donc d'où le provisionnement qui était effectif. J'ai pu aussi remarquer dans les échanges de mails entre le comptable et les services financiers qu'il y a une bonne réactivité du service gestionnaire quand il y a un signalement d'anomalie qui est fait par le comptable. Et cette situation est donc révélatrice pour moi d'une bonne coopération des équipes municipales avec les services de la DGFiP. Alors ça, c'était les points forts. Maintenant, les points améliorés, les suites données au constat. Alors la collectivité et le SGC ont déterminé que les actions d'amélioration de la qualité comptable à mener en priorité sont les suivantes. Alors sur le thème de l'actif, je viens de vous en parler. Le but, le plan d'action, c'est d'abord de résorber les écarts entre l'inventaire de l'ordonnateur et l'actif du comptable public. Ça sur le deuxième semestre 2024. Concernant les immobilisations incorporelles, l'idée maintenant, c'est de requalifier les frais d'études et les frais d'insertion, rapprocher les fiches non mouvementées dans Helios et avec les données de l'ordonnateur. Donc ça aussi sur la deuxième partie de l'année. Pour les amortissements, respecter systématiquement les durées d'amortissement qui sont prévues dans la délibération. Ça, c'est à effet immédiat. Alors, ça a concerné très peu d'immobilisation en l'occurrence. Et ajuster les données entre le logiciel de l'ordonnateur et la comptabilité Helios. Voilà. Sur les amortissements, encore une fois, ça va être un travail à faire avant la fin de l'année. Sur le thème des stocks, il faut faire le plan d'action, c'est de faire un inventaire exhaustif de ces 1 294 €, de voir s'il y a besoin de modifier, corriger le montant qui est comptabilisé le cas échéant. Voilà, ça aussi sur la deuxième partie de l'année. Et le dernier point, c'est le thème des subventions. Donc le but, c'est de faire un point sur les subventions transférables. Là, il va falloir rectifier comptablement celles qui sont transférables, donc les changer de compte et de les amortir. Parce que normalement, voilà, elles étaient dans un autre compte de subvention non amortissable et du coup, elles n'étaient pas amorties. Donc là, il faudra faire une rectification comptable à ce niveau-là. Voilà, j'en ai fini donc pour la synthèse de qualité des comptes. Je vous remercie pour votre écoute. Alors c'était un exercice très enrichissant. C'est le premier pour moi du coup comme c'est mis en place à partir de cette année. Donc je remercie Monsieur le maire d'avoir bien voulu se porter candidat pour ce dispositif. Voilà, et puis chaque année je vais faire des synthèses à des collectivités. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur. S'il y a des questions techniques. Est-ce que vous avez des questions techniques sur la qualité des comptes ou pas? Non? Parfait. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Bon, je vous propose de reprendre le conseil municipal. Donc, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 15 avril 2024. Est-ce que vous avez des modifications à y apporter? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2024-21 avec un visa du 10 avril 2024. Signature d'une convention de partenariat entre l'association Nuit des Forêts et la commune de Salles. Décision numéro 2024-22 avec un visa du 16 avril 2024. Signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Fusée. Décision numéro 2024-23 avec un visa du 16 avril 2024. Signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Barbershop Quartet. Décision numéro 2024-24, un visa du 16 avril toujours. Signature d'un contrat du droit d'exploitation d'un spectacle avec le Théâtre Job. Décision 2024-25, signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Le Bon Sénart. Décision numéro 2024-26 avec un visa du 29 avril, demande de subvention auprès du conseil départemental. Décision numéro 2024-27 avec un visa du 11 juin 2024, demande de subvention auprès du conseil départemental pour la création de 2 plateaux de traversants sur la RD 108 quartier du Caplan. Décision numéro 2024-28 avec un visa du 16 mai 2024, signature d'un contrat de partenariat pour le Bazar des Mômes 2024.
Décision numéro 2024-29, visa préfectorale du 17 mai, conclusion d'un marché public 2024-01, la procédure adaptée pour l'organisation de l'accueil de loisirs sans hébergement avec le centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne. Décision numéro 2024-30 avec un visa du 17 mai, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Unison. Décision du numéro 2024-31, visa du 17 mai, signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association C'est pas commun. Décision numéro 2024-32, un visa du 17 mai, toujours signature du marché aux travaux forestiers 2024. Décision 2024-33 avec un visa du 27 mai 2024, règlement des honoraires d'avocat, cabinet Corny, Fouché, requête en référé expertise numéro 240-26-05 et 240-26-95. Décision numéro 2024-34, visa préfectoral du 30 mai, règlement des honoraires d'avocat, cabinet Corny, Fouché, procédure devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, affaire commune de Salles contre Madame Annie Dupin-Le Pédéven, mémoire en réplique. Décision numéro 2024-35 avec un visa du 31 mai, acceptation de dons immobiliers dépourvus de charges ou conditions, parcelle cadastrée section BV numéro 416, 417 et 418. Et enfin, décision numéro 2024-36, visa du 6 juin 2024, signature d'une convention de partenariat entre les escapades musicales et la commune de Salles. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Et je vous propose de passer à la première délibération, numéro 2024-23, emprunt 2024, et je passe la parole à Françoise. Le conseil municipal, monsieur. Il faut le baisser un peu. Reprends-le, voilà. Vas-y, Françoise. Ça marche pas, ouais. Essaye. Non, marche pas. Les joies du sans-fil. Ça marchait, ouais. Là, il est éteint. Madame Velasco rappelle que... Oui. C'est bon, là? Oui, ça, c'est bon. Rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 400 000 €. Considérant que le budget de la commune pour 2024, adopté le 15 avril 2024, comporte l'inscription en recettes d'investissement d'un emprunt d'une somme de 400 000 €. Considérant après consultation que l'offre la plus avantageuse pour la commune est celle proposée par la Banque postale d'un montant de 400 000 € au taux fixe de 3,78% sur une durée de 25 ans, à trimestrialité constante et avec une commission de 0,10, soit 400 €. Il est proposé au conseil municipal de retenir cette proposition. Alors, avez-vous des questions? Après, je continue. Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales, version CG LBP 2023-14, y attaché proposé par la Banque postale, et après en avoir délibéré, il est proposé de décider de retenir l'offre de la Banque postale telle que détaillée ci-dessous. Article 1. Principales caractéristiques du contrat de prêt. Score Gisler 1A. Montant du contrat de prêt 400 000 €. Durée du contrat de prêt 25 ans. Objet du contrat de prêt
financer l'extension et la restructuration de la salle des fêtes, tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 1/9/2049. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds, montant 400 000 €, versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 6/8/2024, en une fois avec versement automatique à cette date. Taux d'intérêt annuel, taux fixe de 3,78%, base de calcul des intérêts, mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Échéance d'amortissement et d'intérêt, périodicité trimestrielle. Mode d'amortissement, échéance constante. Remboursement anticipé, autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. Commission d'engagement, 0,10 du montant du contrat de prêt. Étendue des pouvoirs du signataire. De charger Monsieur le maire de signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus, à intervenir avec la banque postale ainsi que le prêt formel. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2024-23, assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation. Mais oui, mais je ne peux pas l'éteindre. D'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je passe la parole à Nadège. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 6 juin 2024, considérant les conditions d'assujettissement des locaux et les critères d'appréciation de la vacance en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance et les dégradations... Je suis désolé, elle a appuyé sur le mauvais bouton. de la collectivité. La commune de Salles se trouve dans un secteur tendu en matière de logement et il apparaît regrettable que les logements habitables ne soient pas occupés ou échappent à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La commune de Salles n'entre pas dans le périmètre des communes pouvant bénéficier des mesures très favorables de l'application de l'article 232 du Code général des impôts sur la taxe sur les logements vacants, à la différence de celle du bassin d'Arcachon. Il est donc proposé d'assujettir ces logements qui n'ont pas été occupés plus de 90 jours de manière consécutive et qui ne sont soumis à aucune fiscalité. Cette taxe d'habitation s'applique sur les logements dits vacants à la taxe d'habitation au titre d'une résidence secondaire. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et à la Direction générale des finances publiques. Avez-vous des questions? Monsieur Saunier. Alors, cette proposition de taxe peut, à première vue, apparaître comme raisonnable et justifiée, mais j'ai souvenance, durant le mandat de Luc Dervillers, qu'il avait été proposé une taxe sur les friches des locaux commerciaux afin d'inciter les propriétaires de ces friches à baisser les prix de location. Là, c'est très différent pour plusieurs raisons. Il faut tout simplement se mettre à la place des propriétaires. Les propriétaires ne sont pas assez protégés. 1. Que peuvent-ils faire contre les impayés? 2. Que peuvent-ils faire aussi contre les dégradations de leurs biens? Et ensuite, contre les occupations illégales de leurs biens. Alors, mis bout à bout, certains ont renoncé à louer pour ne pas avoir à subir tous ces inconvénients. Et de plus, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas de ce genre à Salles. Bon, j'en connais quelques-uns, mais bon, vous seuls savez à peu près le nombre. Alors, je comprends les propriétaires et c'est pourquoi je suis opposé à cette taxe. D'autres interventions? Monsieur Poc. Mes chers collègues, les conseils municipaux se suivent et c'est un festival de hausse fiscale que nous propose la majorité. Après l'augmentation unique de 5% de la taxe foncière qui a touché de plein fouet une bonne partie de nos administrés sallois, voilà une nouvelle taxation des propriétaires. Nous n'allons pas le nier, nos communes du Val-de-Lair et du bassin d'Arcachon éprouvent de sérieuses difficultés pour loger tous leurs habitants ou ceux qui désirent s'y installer. Le phénomène de location Airbnb qui a pris de l'ampleur n'a pas en outre arrangé la situation.
Il est sans aucun doute indispensable de trouver des solutions pour freiner cette tendance. Une solution passe par le recours à la fiscalité, en l'espèce ici la taxe d'habitation sur les logements vacants. Je l'ai déjà dit, lors de la séance du 15 avril dernier, j'ai pour ma part, et cela n'engage que moi, une totale aversion au recours à la fiscalité, que cela concerne au niveau macroéconomique l'État ou au niveau micro les collectivités locales. Je trouve contrariant de faire appel à de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes chaque fois que l'on décèle un problème, comme si nos technocrates manquaient d'imagination et se laissaient aller à la simplicité. En commission, on nous parle de 50 à 60 propriétaires concernés. J'allais donc dire tout ça pour ça. Pire encore, dans une grande ville, les contribuables sont anonymes. Mais dans une petite commune comme la nôtre, c'est loin d'être le cas. Je considère donc que cette nouvelle taxation est de nature intrusive, car dans notre village, si tant est qu'il en soit encore un, tout le monde se connaît, et la municipalité aura un moyen finalement de mettre un nom sur les contribuables incriminés et les montrer du doigt. Il y a en outre une chose qui me gêne profondément, c'est de voter aussi le principe de la création d'une taxe dont on ne connaît pas même le rendu attendu, une information, nous a-t-on dit, que l'État devrait nous communiquer ultérieurement. Pour ce qui me concerne, je voterai donc contre cette délibération. Je vous remercie de votre écoute. Alors juste une précision quand même, après je te laisserai Nadège, c'est que je vous rappelle que si on le fait pour les logements vacants comme ça ne représente pas une grosse somme, c'est juste une question de principe. Vous avez très bien dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui se refusaient à louer pour X et X raisons. Il existe aussi des solutions pour éviter ce type de dégradation, ce genre de choses. Il y a aussi des techniques pour que ça se passe bien et qu'on manque de locaux à louer, enfin de logements à louer sur notre commune. Ce sera peut-être une mesure incitative. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont la mémoire, c'est que vous aviez voté le même type de taxe pour les logements commerciaux vacants, que ça a eu un effet d'ailleurs, c'était Catherine qui l'avait présenté, ça a eu l'effet que ça devait avoir. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose à poser aux logements vacants. Donc pour moi, je ne vois pas en quoi c'est gênant, c'est pas une taxe. On paye une taxe sur un logement qui aujourd'hui n'est pas taxé, alors qu'il est libre et qui pourrait très bien être loué. Donc c'est peut-être une mesure incitative. On verra si ça répond ou ça ne répond pas. Le fait est, ce n'est pas la recette générée qui va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de la commune. Juste pour préciser, effectivement, en commission, j'ai annoncé le chiffre de 50-60 propriétés. Pas propriétaires, on ne sait pas. Il y a peut-être plusieurs maisons qui sont la propriété de la même personne, qui seraient éventuellement concernées par cette taxe. Mais comme je l'ai précisé aussi, il y aura un travail à faire, puisque pour ceux qui... Je ne l'ai peut-être pas mis dans les notes avec la note de synthèse du conseil municipal, mais par exemple, les habitations qui seraient dans ce cas, mais qui seraient en état pour être vendues, ne sont pas concernées. Les habitations qui sont totalement inhabitables ne sont pas concernées, donc c'est peut-être moins. Mais quand on sait que la base d'imposition, c'est la valeur locative qui est la même que celle de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, et que c'est le taux de la taxe d'habitation qui s'applique, 50 propriétés, ça peut quand même amener peut-être 30, 40 ou 50 000 euros dans le budget de la collectivité. Et je ne crois pas que ce soit négligeable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres interventions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? 2. Des abstentions? 3. Je vous remercie. Délibération suivante, bilan de la politique foncière. Je passe la parole à Patrick. Donc, vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité en date du 5 juin 2024, le conseil municipal doit avoir connaissance du bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune sur son territoire pendant l'exercice budgétaire de l'année, en l'occurrence 2023, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé. Durant donc cette année 2023, la commune a procédé aux acquisitions et cessions suivantes. Pour les acquisitions, pour la parcelle S60 à Migneuil, pour 6090 m², c'est la parcelle à proximité de l'ancien lavoir. Pour les BC66 et BC112, pour un total de 207 m², c'est pour poser un transformateur pour renforcer l'alimentation électrique du Lanotte. Pour les parcelles AI 69, 96, 165 et 166,
pour un total de 15 069 m². C'est l'extension arrière du stade de rugby que nous avons acquis pour le futur. Voilà. J'ai oublié les tarifs, 5 300 pour la première que j'ai évoquée, 5 800 pour les 2 secondes, 300 000 € pour les 4 pour le rugby. Et pour la BE52 chemin de Francy, pour 1465 m², c'est un bien 100 mètres qu'on avait repéré, qu'on a acquis dans la procédure, et ce à titre gratuit. Donc les acquisitions représentent un total de 311 100 €. En deuxième page, vous avez les cessions. Donc en fait, pour les cessions, il n'y en a que deux. C'est l'AT73 et l'AT74 qui sont toutes les deux rue du Castéra pour un total de 919 m². C'est donc l'emprise de l'ancien Prige qui a été cédé pour 200 000 € pour le projet de résidence intergénérationnelle. Donc les totales de cession, c'est 200 000 €. Après en avoir délibéré, donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte des opérations foncières concrétisées pendant l'année 2023, comme détaillé ci-dessus. De dire que le bilan sera annexé au compte administratif 2023. Avez-vous des questions? Non, donc je vous propose de prendre acte et de passer à la délibération suivante, numéro 2024-25, cession d'un terrain communal à Madame Martin Suire Isabelle. Je passe la parole à France. Dans le courant de l'année 2022, Madame Martin Suire Isabelle a proposé d'acquérir la dite partie du domaine communal jouxtant sa propriété. Après avis du pôle d'évaluation domaniale, les parties ont trouvé un accord moyennant la somme de 22 860 € pour cette cession. Pour envisager cette cession, le conseil municipal, par délibération numéro 2023-31 du 22 mai 2023, a constaté la désaffection de ce bien, entendu comme la parcelle cadastrée AA numéro 170. Après arpentage réalisé par le cabinet de géomètre expert Terra Proxima, selon le document joint, l'a déclassé et l'a intégré dans le domaine privé de la commune pour une superficie de 129 m². Considérant l'avis du pôle d'évaluation domaniale sollicité au titre des articles L3222-2 et R 3222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, établissant en date du 13 janvier 2023 la valeur vénale du bien à céder à hauteur de 203 € le mètre carré, assortie d'une marge d'appréciation de 10%, soit une valeur de cession minimale de 22 860 € pour 125 m². Considérant l'accord des parties de détacher l'emprise du compteur électrique Enedis, portant ainsi la superficie définitive du terrain acté à 125 m² au lieu de la contenance initiale de 129 m². Les frais de géomètre et d'acquisition sont pris à la charge de Madame Martin Suire Isabelle, excusez-moi. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la cession de la parcelle cadastrée section AA numéro 170, suspensionnée à hauteur de 22 860 € hors frais de géomètre et d'acquisition. Compte tenu des éléments exposés, il est proposé au conseil municipal de décider de la cession de la parcelle AA 170 d'une contenance de 125 m², parcelle grévée d'aucune servitude, hormis le périmètre de comptage des eaux, au profit de Madame Martin Suire Isabelle, au prix de 22 860 €, hors frais de géomètre et d'acquisition. De dire que les frais de géomètre et d'acquisition sont pris en charge par Madame Martin Suire Isabelle, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à toute diligence nécessaire au vu de cette cession, notamment à signer la promesse de vente et l'acte de transfert de propriété lié à tous les documents afférents à cette opération. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-26, création d'un plateau surélevé sur la RD 180 E5, allée du Champ de Foire, signature d'une convention avec le département de la Gironde, et je passe la parole à Frédéric. Vu la tenue de la commission de travaux accessibilité et forêt en date du 07 juin 2024, ce plateau aurait dû être créé à l'occasion des travaux d'aménagement de la place du Champ de Foire engagés par la commune de 2014 à 2017. Que sa réalisation a été suspendue dans l'attente des travaux de raccordement électrique de la résidence Bulder située rue Bas-au-Champ et que ces travaux ont été réalisés fin 2023. Considérant la volonté de la commune de sécuriser la traversée piétonne entre la place du Champ de Foire et le parking de l'allée de Champ de Foire,
d'assurer l'accessibilité de cette liaison et de contribuer à l'abaissement de la vitesse de circulation dans cette zone particulièrement fréquentée. Pour cela, la commune est amenée à effectuer des travaux sur les dépendances de la voirie départementale située en agglomération. Il est proposé au conseil municipal de signer la convention avec le département de la Gironde qui autorise la commune à réaliser en agglomération dans l'emprise de la route départementale numéro 108 E5 les travaux suivants. Création d'un plateau surélevé sur la RD 108 E5, réalisation de la signalisation horizontale et verticale associée, mise aux normes PMR. La convention précise que, lors de travaux extérieurs réalisés par la RD 108 E5 à l'initiative du département de la Gironde, la dépose et la repose éventuelle des aménagements réalisés, l'adaptation des ouvrages qui le nécessiteraient de la réfection de la signalisation horizontale seront à la charge de la commune et feront l'objet d'une convention particulière. La commune de Salles prendra à sa charge la gestion et l'entretien de ces aménagements et assurera l'instruction de la réclamation éventuelle relative à ces aménagements amenant des riverains et des usagers de la route départementale numéro 108 E5. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de la convention s'y annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et à engager les travaux d'aménagement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-27, état d'assiette et destination des coupes de bois année 2024. La parole est à Bernard. Vu la tenue de la commission municipale travaux, accessibilité et forêt en date du 7 juin 2024, considérant la proposition complémentaire du programme des coupes de l'année 2024 présentée par l'Office national des forêts, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition du programme complémentaire des coupes de l'année 2024 proposé par l'ONF et annexé à la présente délibération, de décider que les coupes des chablis des parcelles numéro 2C, 15A, 40 et 41 seront vendues en bois façonné. De décider que les bois participeront aux ventes groupées de l'ONF en vue d'alimenter les contrats d'approvisionnement existants avec les transformateurs de bois, conformément aux articles L214-7 et 8, D214-22 et 23 du Code forestier, et que l'exploitation sera réalisée par l'ONF dans le cadre de conventions de vente et d'exploitation groupées. D'autoriser monsieur le maire, au nom de la commune, à signer les documents afférents et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois et de dire que la recette sera inscrite au budget communal. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-28, signature d'une convention pour le renouvellement et l'adhésion de la commune aux dispositions de tarification sociale des cantines à 1 €. Convention avec l'État représentée par l'Agence des services et de paiement. Abrogation de la délibération numéro 2024-21. Et je passe la parole à Vanessa. Dans le cadre de sa politique sociale résolument tournée vers l'accès à la restauration scolaire au plus grand nombre, la commune de Salles souhaite s'engager à nouveau dans le dispositif de tarification sociale des cantines scolaires. Communément dénommée repas à 1 €, la commune faisant partie des communes éligibles à la tarification sociale des cantines scolaires et étant conventionnée depuis le 8 juillet 2021. Pour bénéficier des aides relatives à la tarification sociale des cantines scolaires, il est nécessaire que la commune signe une nouvelle convention avec l'État. Ce dispositif permet à la commune de bénéficier d'une aide de 3 € par repas facturé à 1 €, sous la condition d'appliquer au minimum 3 tranches de tarifs différents, dont au moins 1 à 1 € pour les enfants demi-pensionnaires de nos écoles. Cette aide s'adresse à 20% des élèves en moyenne, soit environ 140 élèves par trimestre. Considérant que ce sont près de 5 000 repas servis en moyenne par trimestre en lien avec cette tarification. La convention actuelle prend fin le 8 juillet 2024. Les tarifs sont pris en compte à compter du 1er septembre 2024. Par décision numéro 2021-46 en date du 1er juillet 2021, Monsieur le maire, en vertu des délégations du conseil municipal prises sur la base de l'article L2122-22 du CGSCT, a fixé les tarifs de la restauration scolaire à partir du 1er septembre 2021, comme suit. Alors, je ne vous les lis pas, c'est les mêmes que la dernière fois. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention triennale relative à la tarification sociale des cantines scolaires avec l'Agence des services et des paiements représentant l'État dans cette mesure, ainsi que tous les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de la dite convention s'y annexée, d'abroger la délibération numéro 2024-21. Avez-vous des questions? Monsieur Poc.
Mes chers collègues, je me suis abstenu le 8 juillet 2021 lors de l'adoption de ce dispositif, puis le 15 avril dernier lors du dernier conseil sur cette même délibération. Je ferai donc de même aujourd'hui. En effet, si je reste sur le principe bien naturellement favorable au fait de faire payer moins les familles modestes, je suis en revanche plus réservé sur la teneur intrinsèque de ce dispositif. Pour moi, ce n'est pas à l'État obèse et fortement endetté de subventionner une mesure sociale légitime. Cela devrait relever de la compétence des communes en s'appuyant sur leur CCAS. Il serait plus heureux et productif que notre État se concentre sur ses fonctions régaliennes quand on voit la tiers-mondisation en marche de notre système de santé, de notre appareil judiciaire, de nos universités françaises, de nos capacités de défense, etc. C'est mon avis personnel, même si je ne nie pas l'efficacité de cette mesure démontrée par les chiffres contenus dans le corps de la délibération. Moi, je ne rentrerai pas dans un débat de politique nationale. Donc voilà, y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2024-29, signature de la Convention territoriale globale 2 CTG. Et je laisse la parole à Morgane. Suite à la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Vie scolaire en date du 5 juin 2024, la Caisse nationale des allocations familiales a officialisé le déploiement de conventions territoriales globales par la circulaire numéro 2020-01 du 16 janvier 2020. La CTG est une convention de partenariat qui lie la CAF et la commune autour d'enjeux communs et partagés au plus près des besoins du territoire. Elle vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. Elle favorise ainsi le développement et l'optimisation des interventions des acteurs du territoire. La CTG sera conclue pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2024 à l'échelle du périmètre des 5 communes du Val-de-Lair et de l'intercommunalité, pour permettre une analyse plus cohérente des besoins des familles et y apporter des réponses adaptées. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé qui définit par les choix des élus du territoire les grandes orientations de ce projet. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame Nadège Dosba, première adjointe, représentante de Monsieur le maire, à signer au nom de la commune la CTG des 5 communes du Val-de-Lair, si annexée à la présente. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-30, Jardins familiaux, renouvellement de la convention avec Madame Fouquet-Goré. Et je laisse la parole à Sylvie. Vu la délibération 2020-12-23 en date du 14 décembre 2020, vu la convention existante entre la commune de Salles, le CCAS de Salles et Madame Fouquet-Goré concernant la mise à disposition de la parcelle cadastrée 498 AB 281 d'une surface totale de 8 508 m² pour la réalisation de jardins familiaux. Vu la tenue de la commission Action sociale en date du 6 juin 2024, considérant l'intérêt de la commune et du CCAS à poursuivre le projet de jardins familiaux, l'accord préalable de Madame Fouquet-Goré à renouveler ses engagements concernant la mise à disposition des parcelles précitées pour la réalisation de jardins familiaux, 6 chemin de Paris. L'objet des jardins familiaux a pour but de mettre à disposition d'administrés une partie de parcelles afin d'y pratiquer le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille. Les engagements de la commune dans ladite convention sont les suivants. La commune s'engage à mettre à disposition un point d'eau pour les jardiniers. La commune s'engage à entretenir les cabanons et les toilettes sèches. La commune s'engage à entretenir une fois par mois, de mars à octobre, les parties communes des jardins familiaux. La commune s'engage à entretenir la clôture 2 fois par an, en octobre et en mars. La commune s'engage à procéder à l'élagage des branches d'arbres tombantes sur les parcelles des jardins 1 fois par an, pendant la période hivernale. La commune s'engage à assurer le nettoyage annuel du fossé au droit de la parcelle AB 281 dans sa totalité. Un curage sera réalisé selon nécessité chaque année. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de foncier entre la commune, le CCAS et Madame Fouquet-Goré figurant en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Délibération numéro 2024-31, concours des jardins fleuris et potagers. Je passe la parole à Anne-Marie. Vu la tenue de la commission Action sociale en date du 6 juin 2024, la municipalité souhaite relancer, en partenariat avec le Conseil des sages, le concours annuel des jardins fleuris et d'étendre ce concours au potager. Ce concours gratuit et ouvert à tous, sauf exception visée à l'article 1 du règlement intérieur, vise à récompenser 2 catégories, les jardins fleuris et potagers, sur la base des critères de sélection suivants: esthétique, entretien et propreté, utilisation de l'eau, respect de la nature. Chaque participant devra remplir et déposer son bulletin avant le 15 juin 2024. Le jury est composé d'un agent des services techniques de la commune, d'une personne de la société civile, d'un élu du CMAJ, de 3 membres du Conseil des sages et de 2 élus comprenant un élu de la majorité et par rotation annuelle un élu parmi les 2 groupes minoritaires, et décernera après visite sur les lieux des prix pour chacune des catégories. Considérant l'implication de M. Pierre Brouste-Lefin dans la création de ce concours, la cérémonie de remise des prix lui sera dédiée et le premier prix du concours dans la catégorie jardin sera nommé prix Pierre Brouste-Lefin. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement du concours annuel des jardins fleuris et potagers dans les conditions fixées par le règlement, de valider le règlement du concours des jardins et balcons fleuris ici annexés, alors c'est pas balcon, c'est potager, d'organiser le vote à main levée pour désigner les conseillers municipaux précités en application de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Désigner M. Jean-Pierre Poméro et M. Patrice Joubert en qualité de jurés. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-32, renouvellement des membres du Conseil des sages. Et je passe la parole à Jean-Pierre. Vu la tenue de la commission Action sociale du 6 juin 2024, considérant la démission de M. Métif Hugues et de Mme Dedouba Marie-France, considérant la demande de M. Maupu de quitter le Conseil des sages au profit d'un membre actif, un appel à candidature a été lancé par le Centre communal d'action sociale de la commune et relayé sur le site internet de la ville et le Facebook de la ville. Considérant les demandes réceptionnées pour intégrer le Conseil des sages de la part de Chris Guernet, de Mireille Darouille, de Pierre Petit et Alain Pengot, conformément au règlement intérieur précité, au cours de la mandature et 1 fois par an, les membres du Conseil des sages peuvent être renouvelés pour les situations suivantes: démission, décès, etc. En cas de renouvellement suite à un décès ou une démission, la commune peut relancer l'appel à candidature 1 fois par an. Là encore, une délibération du conseil municipal approuvera sa nouvelle composition. Conformément au règlement intérieur précité, sur proposition des membres du Conseil des sages, le conseil municipal, à travers une délibération, peut désigner l'un des membres comme membre d'honneur. En effet, certains membres, de par leur âge ou leur pathologie, sont empêchés de participer à toutes les réunions. Le statut des membres d'honneur peut ainsi permettre d'associer ponctuellement la personne aux réflexions du Conseil des sages, tout en libérant une place au profit d'un membre actif. Les personnes désignées en tant que membres d'honneur ne sont pas comptabilisées dans les 15 membres actifs du Conseil des sages. Après avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'acter la liste des membres du Conseil des sages comme suit: Madame Darouille Mireille, Monsieur Faure Jacques, Madame Guernet Chris, Madame Guiton Evelyne, Monsieur Joannet Dominique, Monsieur Alain Lair, Monsieur Muselet Dominique, Madame Palisotto Nadine, Monsieur Petit Pierre, Monsieur Pengot Alain, Madame Rota Isabelle, Madame Sou Cathy, Madame Verillas Ginette, Monsieur Voisin Luc, Monsieur Zéner Jean-Marie, de désigner Monsieur Pierre Maupu comme membre d'honneur du Conseil des sages. Avez-vous des questions?
Non, donc on prend acte de cette délibération. Non? D'acter. Je ne sais pas, c'est marqué acté, donc c'est à voter ou pas? Bon. Donc on met aux voix. Alors y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-33, création d'un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet. J'en serai le rapporteur. Les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par le biais d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation de l'opération ou du projet. Pour poursuivre la démarche et assurer le suivi de la convention territoriale globale 2024-2028 conclue avec la Caisse d'allocation familiale, la commune souhaite opérer un recrutement par le biais de ce contrat dénommé contrat de projet. Il est ainsi proposé de procéder au recrutement d'un coordonnateur petite enfance jeunesse dans le cadre d'un contrat de projet en référence à la rémunération d'attaché pour une période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2028. Le coordinateur ou coordinatrice petite enfance enfant jeunesse sera notamment en charge de l'élaboration de la mise en œuvre et du suivi de la CTG, de la mise en œuvre de la politique communale en matière de petite enfance enfant jeunesse et de la coordination de l'offre d'accueil et d'animation des équipements relatifs à ce domaine. Conformément à la procédure de recrutement d'un contrat de projet, ce poste fera l'objet d'une déclaration de vacance de poste. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet rémunéré en référence à la rémunération d'attaché à temps complet. Dire que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2028 et d'approuver l'état du personnel tel que figurant en annexe. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2024-34, modification du tableau des effectifs, création d'emplois permanents et de grades. La parole est à Nadège. Vu l'avis favorable du comité social territorial réuni le 4 juin 2024, considérant le souhait de la collectivité de permettre aux agents promouvables d'accéder au grade supérieur, il convient de créer les grades suivants au tableau des effectifs. 2 grades d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, 2 grades d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet, 2 grades d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet, 2 grades de brigadier chef principal à temps complet, 1 grade d'ADSEM principal de première classe à temps complet, 1 grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de 2e classe à temps complet. Considérant également le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice au sein de la médiathèque à temps complet, pour cela, il convient de créer les grades suivants. 1 grade d'adjoint du patrimoine, 1 grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe et 1 grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe. Un agent contractuel pourra, le cas échéant, être recruté sur cet emploi dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire. Considérant également le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice petite enfance au sein de la crèche à temps complet sur les cadres d'emploi de catégorie C, d'adjoint d'animation, d'agent social ou d'adjoint technique. Un agent contractuel pourra, le cas échéant, être recruté sur cet emploi dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire. Considérant également le souhait de la collectivité de créer 4 emplois permanents d'animateurs ou d'animatrices enfance-jeunesse au sein du service enfance-jeunesse à temps complet sur les grades d'adjoint d'animation, et considérant, pour finir, le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice enfance-jeunesse au sein du service enfance-jeunesse à temps non complet 30 heures sur le grade d'adjoint d'animation. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture de 2 grades d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, de décider de l'ouverture de 2 grades d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet, de décider de l'ouverture de 2 grades d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet, de décider de l'ouverture de 2 grades de brigadier chef principal à temps complet, de décider de l'ouverture d'un grade d'ADSEM principal de première classe à temps complet, de décider de l'ouverture d'un grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de 2e classe à temps complet, de créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice au sein de la médiathèque, de décider de l'ouverture d'un grade d'adjoint de patrimoine à temps complet,
de décider de l'ouverture d'un grade d'adjoint de patrimoine principal de 2e classe à temps complet, de décider de l'ouverture d'un grade d'adjoint de patrimoine principal de 1re classe à temps complet et de créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice enfance au sein de la crèche à temps complet sur les cadres d'emploi de catégorie C d'adjoint d'animation, d'agent social ou d'adjoint technique. De créer 4 postes permanents, 4 emplois permanents d'animateur ou d'animatrice enfance-jeunesse au sein du service enfance-jeunesse au grade d'adjoint d'animation à temps complet. De créer un emploi permanent d'animateur ou d'animatrice enfance-jeunesse au sein du service enfance-jeunesse au grade d'adjoint d'animation à temps non complet 30 heures. De dire que ces emplois pourront être occupés par des contractuels dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire. De dire que ces grades sont ouverts à compter du 1er juillet 2024 et d'approuver l'état du personnel figurant en annexe. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2024-35, charte du télétravail, modification de la délibération numéro 2022-117 du 12 décembre 2024. Et je passe la parole à Carole. Vu la délibération numéro 2022-117 du 12 décembre 2022 relative à la mise en place du télétravail et l'adoption de la charte. Vu l'avis du comité social territorial du 4 juin 2024, il est nécessaire de procéder à des ajustements sur la charte en vigueur dans l'article 4-1 en insistant sur la prépondérance du présentiel au profit du télétravail en cas de nécessité et de maintien d'ouverture du service et sur le dépassement possible du quota mensuel de jours accordés pour les travailleurs en situation de handicap. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter la charte du télétravail figurant en annexe modifiée dans son article 4-1. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Poc. C'est bon. Non, c'était juste pour savoir, est-ce que vous auriez un petit bilan à nous proposer pour savoir combien il y a de personnes qui ont été concernées pour le moment Non, mais par contre, on pourra vous le préparer pour la prochaine fois. Ouais. Je pense qu'on demandera... Non, pour savoir si ça a eu du succès. Ouais. Le télétravail, ça a du succès, mais après, on l'a limité dans le temps. Hein. Tout le monde peut pas en faire. Il y a des limites par semaine. Mais on vous proposera, on essaiera de faire un petit récap pour le prochain conseil. Y a-t-il d'autres questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je renouvelle mes remerciements à Monsieur Legendre pour sa présence ce soir pour nous présenter la qualité comptable. Bonne soirée à tous.